La semaine dernière, je suis intervenue dans une entreprise pour donner une formation en cybersécurité. Et là, vous vous dites certainement, mais pourquoi une psychologue interviendrait dans une formation de cybersécurité ? C'est quoi le rapport ? Eh bien justement, le rapport c'est que pour réussir une cyberattaque, les hackers doivent utiliser des techniques psychologiques. Autrement dit, ils vont directement pirater notre cerveau. D'ailleurs, selon une enquête d'IBM, 95% des attaques seraient dues à des facteurs humains. Ce qui est énorme en fait. Surtout que dans l'imaginaire collectif, le cyberhacker, c'est un mec ou une nana qui est hyper balèze en informatique, qui porte évidemment un sweat à capuche et qui pianote des trucs incompréhensibles sur fond d'écran d'ordinateur vert et noir. Depuis que je me suis penchée sur le sujet, j'ai découvert que créer une cyberattaque, c'était pas si compliqué. Pas que je veuille vous encourager évidemment, mais en réalité, pour être un bon hacker, il faut surtout être bon en psychologie humaine. T'as beau savoir créer des virus ou des liens malveillants, si personne ne clique dessus, clairement ton business plan il tombe à l'eau quoi. Du coup, tout l'enjeu, c'est de savoir comment inciter une personne à faire ce qu'elle n'aurait peut-être pas fait naturellement. Comme par exemple cliquer sur des liens, donner ses identifiants ou encore révéler des informations confidentielles sur son entreprise. Bref, tout ça, c'est une question de psychologie. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment les cyberhackers exploitent les failles de notre cerveau, avec un exemple concret à la clé que je décrypterai pour vous. Alors vous allez tout savoir et ça commence maintenant. Alors comment ça marche les cyberattaques de type piratage psychologique ? En fait, il y a deux types d'attaques. La première, c'est celle que vous avez sans doute déjà rencontrée, c'est ce qu'on appelle les attaques massives, c'est-à-dire que l'attaquant envoie plein de mails et il espère en faisant ça que des poissons comme nous vont mordre à l'hameçon. Autant vous dire que ça marche, puisque sinon ça n'existerait plus. Par exemple, ce sont les mails que vous recevez de la part de votre soi-disant opérateur mobile qui vous annonce que vous êtes l'heureux gagnant du dernier iPhone. Moi cette année, j'ai gagné un paquet d'iPhone, notamment dans mes spams, donc j'ai changé d'adresse. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle des attaques de type phishing, et il y a aussi la version SMS, le smishing. Oui, vous allez voir que tous les trucs qui finissent en ing, généralement c'est pas hyper cool. Donc c'est ce fameux SMS qui vous dit attention, vous allez perdre tous vos droits, cliquez vite sur ce lien. Et même si toi tu te dis je me ferai pas avoir, eh bien le cyberhacker il s'en fiche parce que lui ça lui coûte rien d'envoyer à des milliers de personnes ce même message. D'ailleurs il ne cherche pas à obtenir un succès à 100%, il suffit simplement que quelques personnes cliquent pour que son affaire soit rentable. Mais il y a des attaques qui sont plus dures à déceler. C'est ce qu'on appelle les attaques ciblées. Vous allez voir que ce type d'attaque est de plus en plus fréquent. Pourquoi ? Parce qu'elle contourne la technologie en passant par le maillon le plus fragile, autrement dit l'humain. Alors comment ça se passe concrètement ? Le cyberhacker va viser en général des entreprises, tout simplement pour des raisons de... Ça rapporte beaucoup, beaucoup plus qu'un particulier. Mais pour atteindre l'entreprise, il va évidemment cibler des individus, notamment une personne par exemple qui serait à un poste clé et à laquelle il va envoyer des messages ultra personnalisés. Et là vous allez voir que c'est beaucoup plus dur de voir le truc venir. Alors un exemple concret, parmi les entreprises dans lesquelles j'interviens, il y en a une qui a été victime de ce qu'on appelle un rançongiciel ou ransomware. Alors quelle est la méthode du hacker ? Vous allez voir, c'est très simple. Dans un premier temps, il va récupérer un maximum de données, notamment grâce aux réseaux sociaux qui sont une mine d'or. Vous avez par exemple Facebook, réseau social où on accepte facilement des gens qu'on ne connaît pas. Vous avez également LinkedIn qui permet d'obtenir le nom des salariés, l'organigramme de l'entreprise ou de savoir si une personne vient d'être embauchée dans la société. Et ensuite, le hacker n'a plus qu'à choisir son angle d'attaque, il choisit sa cible et il envoie en général un mail avec une pièce jointe vérolée qui, une fois ouverte, va causer clairement de graves dégâts à l'entreprise. Et dans ce cas précis, le hacker avait eu vent de l'arrivée d'une nouvelle recrue au service comptabilité. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien il s'est fait passer pour le dirigeant et il lui a envoyé un mail qui disait ceci. Bonjour Guillaume, j'ai absolument besoin de votre aide pour une tâche urgente. Nous avons une facture de l'un de nos nouveaux fournisseurs qui est en attente. Et comme je suis absent du bureau cette semaine, j'ai besoin que vous vous en occupiez. Vous vous en doutez, je ne peux pas accéder au compte et la date limite est aujourd'hui. Est-ce que je peux compter sur vous pour traiter cette tâche en priorité ? Vous trouverez en pièce jointe de ce mail la facture en question. Je vous remercie par avance de votre professionnalisme. Cordialement. Et évidemment, c'est signé le nom du directeur.
On va décrypter ce courrier ensemble. Dans les cas de cyberattaque, il y a toujours deux grands leviers que vous allez retrouver. Le premier, c'est que le hacker va devoir générer de la confiance. S'il veut que la cible obtempère, il faut absolument qu'elle ait confiance en lui, qu'elle n'ait aucun doute sur son identité. Le deuxième levier qui va être activé par le hacker, c'est le levier émotionnel. Vous allez voir que très souvent, dans ce type de demande, vous allez avoir un sentiment d'urgence. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Le hacker fait croire à sa victime qu'il y a un caractère urgent à traiter sa demande. Pourquoi le hacker met sa victime dans un état de stress ? Tout simplement parce qu'elle va être beaucoup moins attentive à des indices qui permettraient de le repérer. Elle va donc rester focalisée sur la requête, sur la demande du hacker. Ensuite, il y a dans ce mail des biais cognitifs, des effets psychologiques qui ont été utilisés. Le premier biais cognitif, autrement dit le premier raccourci mental automatique qui a été utilisé, c'est ce qu'on appelle le biais d'autorité. Alors le biais d'autorité, c'est quoi ? C'est cette tendance que nous les humains, nous avons à donner plus de crédit à une personne qui a un certain niveau ou statut social. Dans ce cas précis, en général, on va avoir quand même plus tendance à accepter une demande qui vient de la part de notre supérieur hiérarchique, en l'occurrence là, le directeur. Et donc ce que je vous ai pas dit, c'est que ce message a été envoyé à un moment bien précis. En l'occurrence, c'était un vendredi d'été, en fin de journée, vers 16h30, 17h. Donc c'est un moment où on sait qu'en général, il y a moins de monde dans les bureaux. Et là, le hacker savait que le directeur était en déplacement, qu'il était parti à un congrès. Ce qui est également plausible, c'est que le directeur ne peut pas avoir accès au compte puisqu'effectivement, il n'est pas dans les locaux. Par contre, ce que la cible a bien vu, c'est que l'adresse mail de l'expéditeur n'était pas la même qu'habituellement, mais il y avait bien le prénom et le nom du directeur, sauf que c'était une adresse Gmail. Et en l'occurrence, ça paraissait pas si incohérent puisque on pourrait imaginer que le directeur n'avait pas accès à sa boîte mail classique. Donc il faut aussi se remettre dans ce contexte particulier où là en l'occurrence la cible est une personne qui vient tout juste d'arriver. On est tous pareils, quand on arrive dans un nouveau job, eh bien on a envie de faire bonne impression, on veut faire ses preuves, on veut montrer qu'on est à la hauteur, qu'on a été recruté pour de bonnes raisons. Et donc potentiellement, eh bien, on va plus facilement obtempérer quand on nous demande quelque chose. Donc il faut bien penser que le hacker avait en tête toutes ces informations avant de faire son attaque. Mais il y a également un dernier levier émotionnel qui a été activé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est ce qu'on appelle le sentiment d'utilité sociale. La plupart du temps, quand même, quand on nous demande quelque chose, on aime bien être serviable, surtout quand on veut faire bonne impression au début de sa prise de poste. Et là, le hacker va accentuer ce côté-là en lui disant qu'il a besoin de son aide et qu'il compte évidemment sur son professionnalisme. Donc j'aimerais juste m'attarder sur la dernière phrase qui est extrêmement subtile et très puissante en termes de manipulation. Je vous remercie par avance de votre professionnalisme. Pourquoi cette phrase est extrêmement puissante ? Parce qu'en fait, elle utilise un levier psychologique très fort qui s'appelle le principe de cohérence. C'est quelque chose auquel on est très attaché. On n'aime pas les gens qui disent des choses et qui font le contraire. On veut qu'il y ait de la cohérence et donc quand on dit quelque chose, eh bien les actions suivent dans le même sens. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe ? Le hacker dit à Guillaume qu'il est quelqu'un de professionnel. Donc de l'autre côté, Guillaume va avoir qu'une seule envie, c'est de montrer qu'effectivement, oui, il est professionnel. Et il y a plusieurs études en psychologie qui montrent que lorsque quelqu'un nous renvoie une image positive de nous, on a envie d'être en cohérence avec cette image. Donc là, dans ce cas, Guillaume va pouvoir montrer à son directeur que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, que c'est une personne fiable, et donc il va accepter de traiter cette requête. Vous voyez qu'avec quelques informations et un mail bien pensé, c'est très facile malheureusement de se faire avoir. Alors maintenant qu'on sait ça, vous allez me dire mais comment peut-on faire pour se protéger de ces cyberattaques ? Eh bien il y a énormément de formations qui sont faites pour sensibiliser les particuliers ou les entreprises. Malheureusement, on le sait aujourd'hui, la sensibilisation ne suffit pas en fait à se protéger de ces attaques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut envisager les choses sous un autre angle. En réalité, les cyberattaques de type piratage psychologique ne sont pas juste des attaques informatiques ou cyber. Ce sont des attaques psychologiques avant tout.
Et donc expliquer la mécanique du phishing, expliquer comment le cyberhacker s'y prend au niveau technique, ça ne suffira pas. L'approche que je propose est tout autre. L'idée, c'est justement d'apprendre à mieux connaître le fonctionnement de notre cerveau humain, de comprendre quels sont les leviers d'influence et les leviers émotionnels activés par le cyberhacker. En fait, si on devait comparer ce type de cyberattaque à un cambriolage, en réalité, le fait d'avoir une alarme ultra puissante, ultra sophistiquée, ça ne va pas vous protéger. Parce que le cyberhacker, le voleur, ne va pas rentrer chez vous par effraction, il va tout simplement toquer à la porte et c'est vous qui allez le faire entrer de votre plein gré chez vous. On peut avoir les meilleurs antivirus, les meilleurs firewalls du monde. Si on n'est pas au fait de ce qui nous influence, eh bien malheureusement, on va se faire avoir. D'autant que le cyberhacker profite encore beaucoup actuellement d'un biais cognitif auquel on est très sensible qui s'appelle l'excès de confiance. C'est ce biais qui nous amène à croire que nous sommes en sécurité ou que nous ne sommes pas aussi crédules que ces personnes naïves qu'on ne se ferait évidemment pas avoir. Et donc je peux vous dire que les chiffres en France sont importants. Il y a énormément d'entreprises, donc d'individus comme vous et moi, qui se font avoir chaque année. Et si vous voulez voir aussi à quoi ressemble concrètement une cyberattaque version téléphone, vous avez la vidéo qui a été faite par Fabien Olicard et Micode. C'est assez impressionnant pour tout vous dire de voir comment en quelques minutes on peut pirater une personne. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets quelques infos en description. N'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Vous découvrirez donc aujourd'hui qu'un simple vous verrez donc qu'un antivirus ou un firewall I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top.